Je n'avais jamais l'intention de m'écraser ici. La dernière chose dont je me souviens du vaisseau était un violent éclair qui a fendu le ciel en deux. Puis il y eut le silence. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé seul dans une jungle infinie, avec des arbres plus grands que les gratte-ciel de chez moi. Ils murmuraient des secrets dans une langue que je ne comprenais pas. J'ai été seul pendant des jours alors que mes rations s'épuisaient et que mes cellules d'énergie mouraient une à une. J'ai survécu grâce à l'eau de pluie et à mon instinct, mon uniforme déchiré, mes bottes s'enfonçant dans la mousse plus épaisse que des tapis, et la planète semblait être vivante. Des sons cauchemardesques de rugissements lointains me firent frissonner, des insectes luminescents étranges, et un filet de lumière liquide me frappèrent, paralysant mes membres. Je me suis écrasé violemment contre le sol, mon visage enfoncé dans la boue, mon cœur battant contre mes côtes comme s'il essayait de s'échapper. Des bottes, si c'est le bon mot, m'entouraient, silencieuses et élégantes, leur armure scintillant d'une. Leurs casques se sont rétractés, révélant des visages extraterrestres d'une beauté saisissante. Contrairement aux monstres à la barbe grise dont nous avions entendu parler, ces extraterrestres avaient des traits fins et des yeux qui scintillaient comme des gemmes fondues. Ils se tenaient grands et radieux, dégageant une aura à la fois céleste et mortelle. À la tête du groupe se tenait une commandante, et à mesure qu'elle avançait, sa peau était d'un doux lavande métallique, ses longs cheveux tressés comme du feu blanc dans une tresse qui criait la précision, et son regard m'attirait encore plus près. Plus que les menottes. « Tu es l'intrus, dit-elle d'une voix qui pouvait briser le verre. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais elle s'est approchée, son arme courbée holsterée à la hanche. Ne parle pas de pollution, elle siffla, sale terrien. Ces mots étaient prononcés doucement, mais ils retombaient autour d'elle comme des coups. Les soldats riaient, amusés par la créature dans la boue. Elle tournait autour de moi comme si j'étais un expériment non désiré. Dis-moi, ton espèce a-t-elle rampé ici ou ton vaisseau rouillé t'a-t-il vomi? Je plongeai mon regard dans le sien, essayant d'ignorer la douleur dans mon épaule et le martèlement dans mon crâne. Elle baissa la tête et me gifla violemment, je clignai des yeux lentement, embarrassé d'avoir franchi les limites. Elle dit, tu n'as pas le droit de parler, pas sur ma planète. Mon instinct était de crier, de riposter, de dire quelque chose, mais je me retins. Au lieu de dire quoi que ce soit, je laissai échapper un soupir et la regardai avec un mélange de calme, d'émotion humaine stable, pas de défiance et une lueur d'amusement. Elle se leva brusquement, sa voix reprenant son ton autoritaire, attachez-le, emmenez-le au secteur 9, je veux qu'on l'étudie. Le filet se resserra, me soulevant légèrement dans les airs, et les soldats obéirent, mais je ne dis rien et maintins mon regard fixé sur elle. Alors qu'il m'emmenait dans la jungle, j'ai entendu son dernier murmure trop doux pour les autres, sale, mais étrange à propos de la prison. Elle n'était pas construite en pierre ou en acier, mais elle respirait. Les murs pulsaient faiblement avec une biologie extraterrestre, comme une sorte d'architecture semi-sensible qui s'adaptait à ma présence. Quand je m'appuyais contre le panneau arrière, il se réchauffait, quand je devenais agité, le sol se déplaçait, me forçant à m'asseoir. Au lieu de me tenir comme une cage, il m'absorbait comme une plaie, et il n'était pas sûr de comment guérir. Les jours devenaient flous. Il n'y avait pas de fenêtre, juste une lueur bioluminescente constante, pas d'horloge, pas de lever de soleil, et aucun sens du temps qui passe autre que l'érosion progressive de l'espoir. Les seuls sons que je pouvais entendre étaient les craquements des murs organiques et le bourdonnement lointain de l'énergie extraterrestre parcourant l'installation. Je n'avais pas encore été interrogé, mais il surveillait chacun de mes mouvements, parfois, je pouvais distinguer le léger cliquetis des drones d'observation planant juste en dehors de la membrane, et d'autres fois, je pouvais sentir sa présence. Je me souviens encore de son nom, et le garde qui m'avait escorté ici était plus grand qu'eux. Au troisième jour, sans faire aucune annonce ni bruit, le mur s'est simplement ouvert et elle est entrée comme une ombre devenue chair. Son armure avait disparu, remplacée par un vêtement fluide qui scintillait comme la lumière des étoiles capturées dans sa colère. Les autres l'avaient murmuré quand elle avait donné l'ordre de me sceller, mais je ne comprenais pas pourquoi ces mots coupaient plus profondément que sa gifle. Peut-être était-ce parce qu'elle ne m'avait pas regardé comme un soldat regarde un prisonnier. Alors que ses cheveux cascadaient librement sur ses épaules, elle restait désarmée, mais cela n'avait pas d'importance car l'intensité de son regard transmettait tout le pouvoir dont elle avait besoin. « Tu n'as pas parlé depuis ton arrivée, dit-elle, les bras croisés. » Je me suis lentement levé, et la pièce a réagi en créant un siège lisse sous moi. Elle est restée debout, et elle a continué, « Je ne pensais pas que tu le voulais. Ce n'est pas personnel. Votre espèce est imprudente. Vos archives montrent de la violence, de la cupidité et de l'arrogance. Vous empoisonnez vos propres cieux et vous appelez cela du progrès.
J'ai hoché la tête lentement, reconnaissant son point de vue, avant qu'elle ne penche la tête et m'observe comme un problème sans solution. Pourquoi? J'ai hésité avant de répondre, pour que quelqu'un cesse de me voir comme de la terre. Silence. Elle s'est étirée plus longtemps qu'elle n'aurait dû, s'enroulant autour de mes côtes. Elle s'est approchée, sa voix basse, et a demandé, « Prouve-le. » J'ai froncé les sourcils et demandé, « Comment ?» Au lieu de répondre, elle toucha le mur, et tout à coup, mon monde pas celui dont je me souvenais devenait une illusion à 360 degrés, avec des océans brûlants, des cieux stériles et de la cendre. C'était une version dramatique de notre avenir, dit-elle. Offrez-vous cela à la galaxie en ruine? Pourquoi as-tu aidé mon garde blessé? Je restais là, la mâchoire serrée, pensant à la façon dont notre chronologie aurait pu être différente. Bien sûr, nous avons fait des erreurs énormes mais nous avons aussi créé de l'art, de la musique, de la guérison, de l'amour, et combattu pour les personnes qui nous tiennent à cœur. Alors que ses yeux se plissaient, je murmurais, mais nos sentiments ne compensent pas l'extinction. Cela la fit hésiter un instant, et l'illusion s'estompa. Les murs se détendirent, la température se radoucit, et même le sol se déplaça, créant des ondulations sous ses bottes. La pièce semblait répondre à ses pensées, et ses pensées étaient confuses. « Pourquoi as-tu aidé ma garde blessée ?» demanda-t-elle. Je clignai des yeux et dis, « Parce qu'elle souffrait. » Elle me regarda comme si elle ne s'attendait pas à voir une telle impuissance. Dans ces moments-là, la gentillesse avait le plus de valeur. Elle se retourna brusquement et se dirigea vers la sortie, murmurant quelque chose d'un accent grave peine audible. Earthborn, le temps changea après cela. Elle cessa de venir tous les jours, et au lieu de poser des questions, elle m'observait silencieusement, comme si j'étais un poème dans une langue qu'elle comprenait à peine. Je commençais à parler plus, non pas à elle, mais à quiconque voudrait écouter. Je traçais des motifs sur le sol avec mes doigts lorsque la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, elle entra plus lentement, moins rigidement. J'ai rêvé cette nuit, dit-elle, nous surprenant tous les deux. Je levai les yeux, tout aussi surpris qu'elle. Je lui racontai des histoires sur ma maison, le son de la pluie frappant un toit en tôle, la chaleur du café du matin, la façon dont les gens sourient aux inconnus sans raison, les rires, les chagrins d'amour, et la sensation de la main d'un enfant effrayé dans la vôtre. Je ne savais pas si elle écoutait, mais je remarquai son ombre rester à la porte à chaque fois. De quoi? Elle demanda, sa voix dépourvue de prétention alors que nous nous installions dans une pièce qui ressemblait plus à une conversation qu'à une prison. J'étais debout dans l'eau, continua-t-elle, elle était froide mais pas désagréable. Toi, pendant ce temps, tu riais en tenant une luciole, comment savais-tu que je souriais? Tu changes Cano, tu te souviens de ce que c'est que d'être une merveille, mais cette fois, elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle marqua une pause en se levant pour partir, sa main sur mon épaule laissant une chaleur subtile mais perceptible. Où son toucher avait déjà commencé à me ramener à la réalité, les murs n'étaient plus la seule source de vie en cet endroit. Puis, sans crier gare, une pulsation aveuglante traversa le ciel comme si les cieux s'étaient ouverts, accompagnée d'une rafale de vent féroce qui fit vaciller les lumières de ma cellule, fit onduler et raidir le sol sous moi, comme si la structure même qui me soutenait était soudainement devenue tendue, et enfin, l'obscurité tomba, projetant une lueur nerveuse sur les murs, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. J'étais enfin arrivé à la prison, et pour la première fois depuis que j'y avais mis les pieds, je n'étais pas seul. La porte s'ouvrit avec un sifflement, et là se tenait Cano, sa forme spectrale argentée encadrée par des éclairs à l'extérieur. Mais cette fois, elle semblait différente, pas posée, pas en contrôle, les vents déchiraient ses vêtements, son visage était rouge, ses yeux écarquillés. Elle entra, plaçant une paume contre le mur pour le sceller pendant un battement de cœur, et nous restâmes en silence, notre seule source d'illumination étant les veines bleues vacillantes qui illuminaient nos corps. « Tu es de retour, murmurai-je, ma voix plus basse que d'habitude. Elle ne répondit pas tout de suite, sa poitrine battant plus vite que la normale. Ses doigts tremblèrent. Il y a eu une surtension, finit-elle par révéler. La plupart des systèmes sont hors service, y compris la surveillance de ce secteur. Son ton était officiel, mais sa posture était troublante. Tu veux dire que personne ne surveille? Demandai-je. Elle hocha la tête, mais évita de me regarder dans les yeux. Pour le moment? Je redressai mon dos. Alors pourquoi es-tu ici? La mâchoire de Cano se crispa. Je ne sais pas. Son honnêteté était charmante. Elle se déplaça prudemment dans la pièce, observant les murs comme si elle les voyait pour la première fois.
Lorsqu'elle s'arrêta devant moi, ses mains étaient jointes derrière son dos et ses épaules étaient tirées comme un arc. « Je ne devrais pas être ici, dit-elle, sa voix dépourvue d'accusation et de venin. Au lieu de cela, elle était remplie de curiosité et de vulnérabilité. Je restai sur mes gardes pour ne pas l'effrayer, et je lui posai une question. Elle réfléchit à la question avant de s'asseoir, le dos contre le mur. Mur suffisamment éloigné pour garder le contrôle, assez proche pour entendre chacun de mes souffles alors qu'elle touchait doucement le garde blessé. J'inclinai la tête, me demandant pourquoi personne n'aiderait. Ses yeux se plissèrent légèrement en répondant, « Pas ici, pas parmi les miens. » La faiblesse est rejetée, la compassion est inefficace. Au lieu de répondre, elle baissa les yeux sur ses mains tremblantes, ce qui me brisa un peu le cœur. Je demandai doucement, « Es-tu toujours comme ça ?» Ses yeux se sont levés brusquement. Elle se leva et commença à faire les 100 pas, son énergie soudainement agitée et incontrôlable. « J'ai perdu quelqu'un, lâcha-t-elle, parce que j'ai hésité à frapper un ennemi déjà désarmé. » Je l'observai attentivement, était-il humain? Elle secoua la tête, incrédule. Il aimait tendrement, mais il croyait que la paix était plus forte que la peur, et cela lui a coûté la vie. Nous tombâmes dans un silence calme, semblable à de la cendre, et je jurai que je ne. « Tu parles comme si ta voix était meilleure, dit-elle, sa voix dépourvue de venin, mais ses yeux se rétrécissant à nouveau. Non, j'ai dit la vérité. Je viens d'une famille où l'amour signifiait sacrifice, où mon père m'embrassait souvent. Je refuse de laisser quiconque me rabaisser à ce niveau de faiblesse, répondis-je, avançant prudemment. Ce soucier n'est pas une faiblesse, Kano. C'est de la force, de la vraie force. Je me penchai pour tenir la main de ma mère chaque matin avant qu'elle ne parte au travail. Mon frère me couvrait d'une couverture pour me réchauffer. Alors que je m'endormais sur le sol, j'entendis les lèvres de Kano légèrement entr'ouvertes murmurer, « Ton monde semble chaleureux. » Elle s'approcha, c'est pas délibéré et précis. « Ça te manque chaque seconde ?» Je chuchotai. Puis, sans prévenir, ses doigts touchèrent légèrement les miens, comme un murmure sur la peau. Je restai figé, sans dire un mot, et laissai simplement faire. La sensation fit frissonner nos épines. Sa réaction fut plus de choc que de dégoût, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Des profondeurs de son âme, une émotion longtemps enfouie refit surface, « Je n'aurais pas dû faire ça, » dit-elle, sa voix à peine audible alors qu'elle se retirait, « Mais pourquoi pas ?» Je lui ai demandé, les poings serrés, parce que cela signifie quelque chose et que je ne suis pas prête. Elle s'est brusquement retournée et s'est dirigée vers la sortie, mais pas avant de s'arrêter au seuil. Je reviendrai quand le pouvoir se stabilisera et que le monde retrouvera son aspect normal. Je fais un pas en avant, juste un peu. N'attends pas la normalité, Kano, tu n'es pas faite pour une vie silencieuse. Elle ne répondit pas, mais ses épaules s'abaissèrent, sa respiration se stabilisa, et elle toucha la poignée de la porte. La tempête faisait rage pendant 2 cycles de plus, l'électricité clignotait, les lumières restaient peu fiables, la cellule était froide, vivante et agitée. Mais je ne me sentais plus piégé parce qu'elle se fissurait, et je pouvais voir ce qui se cachait sous toute cette armure. Peut-être, juste peut-être, commençait-elle à me voir non pas comme un humain sale, mais comme autre chose, pas un prisonnier, pas une menace, juste un homme. Les heures ne passaient plus de manière linéaire. Pendant nos visites, je pouvais sentir un changement dans l'air. Ce n'était pas comme s'il y avait des ordres ou des accusations, mais plutôt une attirance douce et personnelle que nous ne pouvions ni l'un ni l'autre vraiment définir. Plutôt que de la nourriture ou des armes, ce soir-là, c'était un dispositif, une petite sphère qui flottait entre nous projetant une image du ciel de chez elle. Contrairement à l'illusion du plafond qui m'avait effrayé le premier jour, celle-ci était douce, personnelle, et pleine de. S'appuyant en arrière, je chuchotais alors que les galaxies tourbillonnaient au-dessus de nous. Kano hocha la tête, regardant la simulation plus que moi. Voici le ciel au-dessus de Tavarl, ma lune d'origine. Oui, elle est plus petite que cette planète. Les vents sont doux et le sol chante quand on le touche. Contrairement à la Terre, nous ne construisons pas de grandes structures. Au lieu de cela, nous utilisons la pierre et faisons écho à la Terre. De petites lumières tourbillonnaient lentement dans une danse cosmique, et je ne pouvais pas commencer à comprendre. Les planètes flottaient comme des graines lumineuses, et les lunes bourdonnaient en orbite douce. Il n'y avait ni étiquette ni coordonnées, juste de la lumière, infinie et pure, nous enveloppant tous les deux. C'est beau, murmurai-je. Elle me regarda avec une expression perplexe avant de revenir à son observation des étoiles. Quand j'étais enfant,
ma mère dessinait des constellations sur mon dos pour que je puisse dormir, et elle disait toujours que les étoiles se souviendraient de moi si je me souvenais d'elles. J'ai répondu que tout était une question de mémoire, et elle a dit que nous n'écrivions pas l'histoire, nous la transmettions par le toucher, les histoires et le silence. J'ai souri, pensant, peut-être. Elle haussait un sourcil et dit, « Tu crois ça ? Nous ne sommes pas si différents. » Sur Terre, murmurai-je, m'allongeant sur le sol souple et réactif, nous racontons des histoires pour nous souvenir de qui nous sommes. Les feux de camp, les ciels nocturnes, les chuchotements dans l'obscurité, le même but, une langue différente. Elle était allongée près de moi, mais sans me toucher, sa présence exhalait de la chaleur, pas de la chaleur au sens traditionnel, mais une autre sorte, intangible, un bourdonnement dans l'air entre nos peaux. « Raconte-moi en une, dit-elle, une histoire de chez toi. » D'accord, je marquai une pause avant d'expirer lentement, il y avait un garçon nommé Eden qui vivait près de l'océan. Il pensait que la mer pouvait communiquer avec lui. Chaque matin, il murmurait des secrets dans des coquillages et les déposait dans la marée. Les yeux de Kano se plissèrent par curiosité alors que je continuais. Un jour, une tempête frappa son village. Les vagues s'élevèrent comme des géants, et tout le monde courut. Eden, cependant, resta sur le rivage, murmurant désespérément sans raison apparente. Lorsque la tempête passa, le lendemain matin, le village était indemne, les vagues s'étaient courbées autour de lui, amenant certains à croire que sa voix avait changé la marée. Elle prit un moment pour digérer l'information, puis murmura, « Tu racontes des histoires comme si elles avaient de l'importance. » À quoi je répondis, « Elles contiennent les parties de nous que nous oublions en grandissant. » Certains pensaient que c'était de la chance, tandis que d'autres croyaient que l'océan l'appelait parce qu'il se souvenait de lui. Je souris et hochai la tête en signe d'accord. En me regardant, Kano a dit, « Vraiment ?» Elle murmura, « Tu me fais me souvenir de morceaux que j'avais enterrés. » Ma gorge se serra alors qu'elle baissait son regard vers le mien. Avec précaution, elle tendit la main pour effleurer ma paume, non pas pour tenir mais pour sentir quelque chose de réel. Sa peau fraîche et lisse était un lit anything idée felt before. Ses yeux ne quittaient jamais les miens, et je ne pus m'empêcher de rire doucement en expliquant, « Je ne parle pas seulement de température. » Elle se sent ouverte, vivante. Je retournai ma paume dans son étreinte. Elle hésita avant de placer sa main dans la mienne, et en cet instant, notre relation se transforma de celle de soldat et prisonnier à celle de deux âmes embrassées par les étoiles au-dessus. On m'avait fait croire que les humains étaient des parasites, mais maintenant je sais mieux. Nous restâmes là pendant ce qui sembla être une éternité, ses doigts peignant des bénédictions sur ma paume tandis que les étoiles se déplaçaient au-dessus de nous comme des bénédictions. Elle avoua être. Alors que j'inhalais profondément, elle sourit doucement et me regarda avec des yeux clignotants. « Théodore, dit-elle d'une voix à peine audible, que ferais-tu si tu pouvais quitter cet endroit ?» Je me suis penché en avant, me soutenant sur un coude, et elle s'est penchée aussi, demandant, « Que sont les tomates ?» Je souris et dis, « Des fruits rouges, juteux, un peu sucrés, un peu acides. » Elle se pencha comme toi, et c'était tout. Le ton de sa voix, à la fois taquin et chaleureux, alors qu'elle me taquinait, « Viendrais-tu avec moi ?» Mon cœur battait la chamade quand je lui ai demandé, « Je ne sais pas si je peux, mais est-ce que tu veux ?» Cette fois, sa pause fut plus longue, et sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. L'atmosphère autour de nous changea, et les murs, qui étaient toujours vivants, semblaient se calmer comme s'ils écoutaient et approuvaient aussi. Avec cela, je dis, c'est assez pour le moment. Nous nous sommes redressés lentement, ses doigts entrelacés avec les miens. Avant de se lever pour partir, elle s'est penchée plus près et a doucement pressé son front contre le mien. Ce n'était pas un baiser, mais cela semblait sacré dans sa culture. Je pouvais le sentir alors que la simulation au-dessus s'estompa et que les étoiles s'éteignaient une à une. Elle a murmuré, « Merci pourquoi, pour voir la femme derrière l'armure ?» Je me penchai en avant, écartant une mèche de ses cheveux argentés derrière son oreille. En partant, elle laissa la porte légèrement entrebâillée, comme pour me dire que ce n'était pas la fin. Je ne pouvais pas dormir pendant des cycles après lui avoir dit au revoir. Chaque fois qu'elle partait, Kano revenait avec une question, une histoire, ou une connexion qu'elle ne voulait pas nommer. Cette nuit-là, cependant, il n'y avait que le silence, aucun bruit de pas ni de lumière douce venant de la porte, juste le bourdonnement des murs froids et l'anticipation constante de ce qui pourrait être. Je me tenais debout, m'asseyais, et faisais les 100 pas, la tension montant dans mon corps en attendant son retour. Quelques heures ou jours plus tard, la porte s'ouvrit violemment. Les deux gardes, armés et portant des casques noirs, scrutèrent la pièce avant de se ranger sur le côté. Kano entra,
son visage marqué de contusion, ses cheveux légèrement ébouriffés, et une épaule de son uniforme déchirée. Ce qui me frappa le plus, cependant, fut le manque de contrôle dans ses yeux. Ils n'avaient rien à voir avec ceux de la femme qui avait tracé des constellations dans ma main 2 nuits auparavant. Je fis un pas en avant en silence. Je fis une exclamation et trébuchai, mais je gardai mon regard fixé sur la garde. Elle me regarda comme si elle ne me connaissait pas, puis elle finit par dire « Vous êtes transféré ». Mon cœur s'est effondré. Le haut cercle a décidé que vous représentez un risque de contamination. Vous serez escorté en permanence vers une installation de stase de stockage profond, dit-elle d'une voix robotique. Je fis un autre pas en arrière, me demandant ce qui se passait. Elle resta silencieuse, mais je remarquai une lueur, à peine visible, dans ses doigts. Elle jeta un coup d'œil aux gardes, qui nous surveillaient. Je fis signe pour une pause, et ils s'exécutèrent. Puis, il y eut un autre moment de silence, mais cette fois-ci, ils rugissaient. Après avoir attendu 3 respirations, elle traversa la pièce et s'effondra dans mes bras. Je veux dire, elle s'effondra complètement. Je ressentis une montée d'inquiétude en la tenant plus près. « Que veux-tu dire ?» J'ai demandé, ma voix tremblante. L'enclave suprême a intercepté les sauvegardes de surveillance avant la coupure de courant due à la tempête, murmura-t-elle. Ils nous ont vus. J'ai avalé difficilement, pensant à la manière dont ils gèrent les sentiments. Je me suis reculé juste assez pour voir son visage, et elle a juré de ne pas laisser cela arriver. Ses yeux cramoisis étaient remplis de rage et de peur, et ils ont croisé les miens. « Je ne suis pas une battue, murmura-t-elle, des mots qui changeraient tout. Elle parlait à voix basse, ses phrases ponctuées de regards vers la porte scellée, et ses mains bougeaient constamment, traçant des chemins invisibles dans l'air. Elle mentionna un vaisseau de transport dans la baie 17, disant qu'il était légèrement gardé parce que tout le monde se concentre sur les secteurs de haute sécurité. J'en ai répliqué un, dit-elle, puis elle glissa quelque chose dans ma paume, un disque doux et frais plus petit qu'une pièce argentée brillant avec un code extraterrestre incrusté, et je le fixai. J'ai dit, je devais être prêt au cas où cela arriverait un jour, et sa mâchoire s'est crispée. Au lieu de finir, elle s'est approchée et a doucement pris ma main. Elle a averti qu'il n'y aurait aucune sécurité si nous faisions cela, et qu'il nous chasserait. J'ai souri amèrement, mais sa voix a baissé, et elle a dit, « Tu ne comprends pas, Théodore. Ce n'est pas l'exil, c'est l'annihilation. » Elle a continué en disant qu'il brûlerait des planètes en poussière pour couvrir leur honte, et qu'il tuerait des civils, des enfants, et quiconque essaierait de nous protéger. Ses mains étaient froides, mais ses yeux brûlaient. Je me sentais piégé dans son regard. « Je m'en fiche, murmurai-je, ma voix à peine audible, alors que ses lèvres tremblaient. Tu laisses ta planète derrière toi, tes gens. J'ai déjà perdu mon peuple. Je l'ai rassuré, mais je ne t'ai pas encore perdu. » Sans hésitation ni barrière, elle s'est approchée de moi, et nous avons embrassé. Le baiser n'était ni tendre ni poétique, il était désespéré et réel. Sa bouche fraîche contre la mienne, mais le feu en dessous était brûlant. Ses mains s'entremêlaient dans mes cheveux, et les miennes la rapprochaient, comme si nous essayions tous les deux de retrouver la liberté d'un monde qui voulait nous piéger. En nous séparant, nous n'avons pas parlé, il n'y avait plus rien à dire. Dans les heures qui ont suivi, nos plans sont devenus flous alors qu'elle me faisait revêtir l'uniforme d'un technicien, pas une tenue de prisonnier, mais passable, et changeait même mon odeur avec une poudre, pour que je sente comme du carburant. Nous avons répété notre itinéraire, qui incluait le couloir, le côté gauche du vaisseau, la baie de transport et le passage. Nous évitions de nous croiser du regard et marchions comme si nous appartenions à cet endroit. Elle a averti que si quelque chose tournait mal, nous pourrions ouvrir un panneau caché dans le mur qu'elle avait programmé pour s'ouvrir manuellement. Je suis resté ferme, lui ai pris les épaules et ai composé son numéro. « Tu m'as sauvé, et maintenant je nous sauve. » Ses yeux brillaient, et elle n'a pas discuté une fois de plus. Nous avons commencé notre évasion dans l'aile administrative, où le soleil artificiel brillant projetait de longues ombres dans les couloirs et où tout le monde se déplaçait, mais personne ne faisait attention à nous. Notre déguisement fonctionnait, jusqu'à présent. J'ai tenu le disque de sécurité contre les portes du scanner, et elle marchait à mes côtés comme si nous étions collègues. Nous ne nous touchions pas et ne parlions pas, mais je pouvais sentir sa présence, comme la gravité, et puis j'ai entendu une alarme lointaine et faible. Mais en hausse, ils ont trouvé la commande dans les images de surveillance, chuchota TL, nous avons 5 minutes, peut-être moins. Nous avons couru vers la grande baille de transport résonnante devant nous, remplie de vaisseaux élégants qui brillaient comme des couteaux d'obsidienne. L'un des vaisseaux flottait, sa rampe partiellement abaissée,
et nous avons couru 3 pas loin de la rampe, criant que les gardes étaient trop nombreux. Kono ne s'est pas arrêtée, cependant, elle s'est retournée, a sorti une pointe de plasma de sa hanche, et l'a lancée directement sur un garde, en faisant tomber un autre. J'ai saisi son bras, mais elle l'a tiré, m'empêchant de continuer.